Donc Philippe Loudneau est fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information auprès des ministères sociaux. Donc ça veut dire ministère de la Santé, mais pas seulement, il nous en dira un mot. Philippe Loudneau est également passé par les mêmes fonctions, les mêmes missions dans d'autres ministères, notamment à Matignon, et il a une expérience assez complète de tous ces sujets. En quelques mots, j'ai envie de présenter Philippe. En deux mots, en fait, c'est à la fois, il me semble, un veilleur et un tuteur. C'est un veilleur, c'est-à-dire qu'il va s'assurer que tout se passe bien en matière de sécurité des systèmes d'information en santé et emploi et autres en France. Et un tuteur, il est là pour aider à tutorat dans le bon sens du terme, de la formation, de l'accompagnement, les établissements donc de santé et médico-sociaux et tout type d'établissements et d'organisation de ces champs-là à adopter les bonnes pratiques. Et je pense qu'il a dû se reconnaître ou en tout cas entendre avec plaisir le discours de Madame Mérabé sur les thèmes d'être ensemble, décloisonnés et de passer du service public peut-être au service au public. Mais je vais arrêter de bavarder et laisser Philippe vous exprimer tout cela. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de m'accueillir. Avec un beau sujet, le mariage de la carpe et du lapin, innovation et sécurité. Sachant que la sécurité est toujours vue comme l'empêcheur de tourner en rond, comme le moyen qui va empêcher le praticien d'exercer son métier, pleinement son métier, comme l'empêcheur qui va empêcher le patient d'avoir accès à son dossier, etc., etc. Donc on va essayer de relever le défi et montrer en quoi la sécurité, au contraire, est facteur d'innovation et surtout aujourd'hui d'être pris comme un outil permettant de valoriser un organisme, quel qu'il soit. Donc la première innovation, quand on parle de sécurité, si vous lisez les textes aujourd'hui, vous prenez les règlements, différentes lois, la sécurité c'est terminé, maintenant c'est la cybersécurité. Donc voilà, ça c'est la première innovation, on change le terme pour parler de la même chose, mais bon, ça fait bien. La deuxième, effectivement, c'est une petite correction sur les plaquettes que vous avez reçues, donc ce sont bien les ministères au pluriel chargés des affaires sociales, c'est-à-dire que dans mon scope, j'ai santé, travail et sport, et avec un petit changement de paradigme aujourd'hui, notamment pour le ministère de la Santé, c'est arrêter de faire du spécifique santé parce que nous ne sommes pas comme les autres. C'est faux. La sécurité en matière de santé est exactement la même que pour une banque, que pour une grande industrie. Il n'y a que des obligations de moyens et de résultats qui diffèrent à un moment donné. Donc, simplement, rapidement, ce que l'on appelle un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information, aujourd'hui, donc la sécurité des systèmes d'information, c'est un rôle qui est tenu par le Premier ministre, qui donc décharge sur chaque périmètre ministériel la responsabilité à ses ministres. Donc j'en ai 3 de plein exercice, sans compter les secrétaires d'État associés. C'est assez sympathique. Et sachant que le monde de la santé a une particularité, on peut le scinder en 3. Donc la partie branche recouvrement, avec tous ces jolis organismes que vous connaissez, la CNAM, l'URSSAF, les CNAV, les CNAF, j'en passe, c'est des meilleurs, qui traitent de flux financiers. Donc en matière de sécurité des systèmes d'information, la prise en compte est faite en amont. Toute la partie soutien logistique, l'établissement français du sang, les Prus, etc., donc de jolis organismes. Là également, des petites structures, la sécurité est assez fréquemment prise en amont. Je commence déjà à mettre un bémol. Et les établissements de santé, où là, très honnêtement, la marge de progression est encore très très grande devant nous, en matière de prise en compte de sécurité des systèmes d'information. Tout un corpus réglementaire aujourd'hui qui lie le citoyen, les administrations ou les établissements publics, les établissements chargés de missions de service public, le secteur privé. Donc le premier qui s'appelle le RGS, quasiment inappliqué dans le monde de la santé, qui demande en fait 2 choses. C'est simplement en amont réaliser une analyse de risque avec les métiers, parce que si on n'inclut pas les métiers, la sécurité est vouée à l'échec. Et derrière, identifier les risques résiduels et puis mettre les moyens de sécurité, je dirais, en adéquation avec le besoin. Malheureusement, ces analyses de risques sont rarement faites et on reste un petit peu bloqué. Et particulièrement dans le monde de la santé,
on se cantonne depuis des années à un triptyque qu'il faut faire sauter. Quand on parle de sécurité, on dit confidentialité, intégrité, disponibilité. Aujourd'hui, ça c'est mort. Ça, c'était le concept il y a 15 ans. Le concept aujourd'hui, c'est bien intégrité, disponibilité, confidentialité, preuve. Ou traçabilité, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est de la sécurité système d'information. Je ne m'arrête pas à la sécurité informatique. D'accord ? Le deuxième règlement, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, donc qui a été poussée par le Premier ministre en 2014. Et petite annonce, vous l'avez en primeur, suivez le journal officiel, alors ce n'est pas sorti aujourd'hui, mais ça devrait sortir demain ou après-demain, la déclinaison de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État pour les ministères chargés des affaires sociales va paraître au JO, donc par arrêté, validé par 3 ministres, et donc c'est aujourd'hui la norme. C'est un travail qui a été un petit peu fastidieux. J'ai dérapé, je l'avais promis au mois de mai, et puis il sortira au mois d'octobre, parce que j'ai voulu inclure le plus petit dénominateur commun en matière de sécurité. Donc le document a été soumis à des EHPAD, à des cabinets médicaux, à des gens comme Pôle emploi, comme la COS, comme la Fédération française de football, qui sont dans mon scope, de façon à essayer de trouver un document relativement consensuel, sachant qu'il y a quand même des pans qui sont non négociables. C'est comme ça, si on veut le minimum, aujourd'hui, il faut appliquer certaines choses. Donc les référentiels de la PGSSIS. Alors aujourd'hui, tous ces textes matchent, y compris avec Hôpital Numérique. Je dirais, sauf peut-être la PGSSIS, où on a peut-être un petit problème de wording par moment, mais les fondamentaux sont là. Et puis un texte qui nous tombe dessus à mettre en application pour juillet 2016. Nous sommes à Strasbourg, ville éminemment européenne. C'est un projet qui s'appelle EIDAS, donc qui permet d'instaurer la confiance et de restaurer la confiance du citoyen envers les systèmes d'information, et puis surtout de restaurer la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc ce n'est qu'un règlement européen. Donc aujourd'hui, la grande bataille, c'est de faire comprendre qu'un règlement, ça s'applique, ça ne se discute plus. Il est un peu tard. Voilà, je passais rapidement. Alors, quand je vous dis que sécurité, système d'information, je ne m'arrête pas à la sécurité informatique. Quand on va dans des salles archives d'un établissement de santé et que l'on a les archives papier à disposition avec le photocopieur et un accès au réseau tant qu'à faire, voilà, on a tout gagné. Quand 2 praticiens ou 2 professionnels de santé discutent du cas de M. Dupont ou Mme Michu devant la machine à café sans regarder qui est à côté, voilà, c'est un petit peu gênant. Donc, sécurité des systèmes d'information, on est bien intercalé entre le risque manager, je dirais, qui lui voit également la sécurité physique, plein d'autres risques pour un établissement, et la sécurité informatique. Donc là, on s'élève d'un petit clan. Sachant que dans le monde de la santé, c'est de plus en plus complexe. Petit historique, le rappel, à l'origine, l'informatique ou l'informatisation ou la numérisation dans les établissements de santé, c'était essentiellement par et pour les administratifs. Là-dessus, comme les administratifs avaient de l'argent, on a commencé à connecter des systèmes comme les contrôles d'accès, comme la ventilation, gestion de la ventilation, etc. etc. Et puis, je dirais, les professionnels de santé ne sont pas en reste. Il y a des besoins, c'est de l'aide au diagnostic. Ça a été, je suis ravi de la présentation du professeur Solaire tout à l'heure, puisque on voit que les notions de sécurité, c'est quelquefois inattendu, mais c'est permettre, je dirais, une réelle aide au diagnostic et une avancée de façon à éviter que le professionnel de santé se trompe dans un acte qui pourrait être majeur, avec derrière le respect d'un continuum sur la sécurité. Quand je vous dis que ce n'est pas spécifique au monde de la santé, mais c'est derrière tous les impacts positifs sur le gain et les économies d'échelle réalisées entre une opération de 7 heures et une opération de 40 minutes. Vous l'avez parfaitement rappelé, il n'y a pas photo. Et puis aujourd'hui, les interconnexions avec le médecin généraliste, avec aujourd'hui les acteurs médico-sociaux de plus en plus, donc les aides familiales, etc., qui sont à un moment donné interconnectés. Donc une grande problématique, je passe rapidement. Aujourd'hui, les risques légaux, les risques métiers, et les risques IT, puisqu'on reste quand même assez cantonné sur le numérique, qui devient de plus en plus prégnant dans notre travail quotidien. Et avec une réalité. Donc, innover en sécurité, oui, c'est faisable.
à condition de changer les paradigmes et les habitudes, à un moment donné. Quand je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an au ministère, j'ai dit la première chose à faire, je mets une liste d'alertes, de veille, c'est-à-dire que je ne spamme pas les hôpitaux et les établissements, mais quand il y a quelque chose qui ne sent pas bon, je préfère envoyer une alerte directement, poussée, en disant attention, il y a un risque majeur, ou d'attaque extérieure, ou de virus informatiques, je précise, qui circulent et qui sont en circulation. Et aujourd'hui, ce qui est catastrophique, ça, ce sont des chiffres depuis le 1er janvier. Donc j'ai traité, et nous avons traité beaucoup d'incidents internes, je dirais, par mes usages, mais également des attaques extérieures ou internes. Et que ce qui m'effraie le plus, c'est que ces attaques, je sais qu'il y a 11% des attaques qui ont été bloquées. Je n'ai rien et aucune connaissance sur les autres. Je vous donnerai quelques petits exemples assez dramatiques. Donc des origines un peu particulières dans le monde de la santé, c'est ou une attaque ciblée, et on en a. Donc, ou de l'attaque, ce que j'appelle par opportunisme, ou par rebond, c'est-à-dire qu'il y a une telle vulnérabilité que du coup, le pirate amateur s'essaye sans regarder les conséquences. Et puis surtout les mésusages, alors les mots de passe affichés, ça c'est le cas de TV5 qui est cité, ou des grands systèmes d'information hospitaliers dont on trouve sur Internet les moyens de récupérer les mots de passe et les identifiants de médecins, avec des identifiants de comptes administrateurs qui frisent le ridicule, donc des séries de chiffres, des mots comme référence, enfin voilà. C'est juste hallucinant, mais c'est la réalité de terrain aujourd'hui. Avec de grands fournisseurs qui demandent aux hôpitaux, nous allons nous interconnecter chez vous, en plus nous sommes administrateurs, et puis le mot de passe c'est le même pour tous les établissements de santé de France et d'Europe. C'est vrai que c'est moins compliqué à retenir. Donc avec des points d'entrée pour ces attaques ou ces incidents multiples, donc les agents, les tiers, les prestataires, les smartphones, les clés USB, j'en passe les meilleurs, donc petite liste à l'après-vert. Des systèmes obsolètes, et Dieu sait s'il y en a dans le monde de la santé, très difficile de faire évoluer les systèmes, c'est vrai que ça coûte cher à un moment donné. Les actes de malveillance, il y en a. Les déviances par rapport au protocole, les erreurs humaines, etc. etc. Et on retrouve, alors c'était un peu petit, mais sur des sites hospitaliers, donc vous avez des CHU, des CH, des outils pour télécharger des flux torrent, pour récupérer du film, de la vidéo. Je vous garantis que ce ne sont pas des films médicaux ou à visée médicale. Ou alors c'est un rappel d'anatomie comparé. Et voilà. On retrouve les Dropbox, tous ces outils, les iCloud, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment professionnel? Est-ce qu'il a été réfléchi à ce que l'on met dedans? Quand je vois moi, un établissement hospitalier que j'ai bloqué, qui met sur une page Facebook le traitement des maladies rares, les échanges avec les données patients dessus, c'est juste irresponsable. Donc des impacts métiers, vous trouvez dans les établissements de santé. Donc aujourd'hui, plus de 8 versions dans le même hôpital de SI clinique. Avec des logiciels qui vous parlent en micromol et d'autres en millimol. Alors c'est vrai que j'ai arrêté les études de chimie il y a très longtemps, mais je pense qu'il y a quand même un rapport de 1000. Médicalement, je ne sais pas si ça a un impact. Hein. Mais ça, une discussion avec le métier, je pense qu'ils nous le diront tout de suite. 5 versions de Viewer d'ICOM. On voit qu'en termes d'imagerie, ça a été montré ce matin, je dirais entre les ABAC, ce qui est connu, etc., et puis un nouveau système de modélisation, on ne voit pas les mêmes choses. Et que sur des versions de Viewer d'ICOM, je dirais, entre la version 1 et la version 5, je ne pense pas que les gens aient mis des versions qui marchent ou qui fonctionnent moins bien que les premières. Mes usages. Ashley Madison. Je traite aujourd'hui, enfin j'ai traité, c'est fait, 130 cas de gens qui se sont connectés sur le site de Ashley Madison. Donc ça, c'était peut-être à la suite des téléchargements de films d'anatomie comparée. Avec des adresses, donc 130 sur le monde de la santé, donc des CH, des cliniques, santé.gouv.fr, le ministère n'est pas exempt, ARS, voilà, CHU, j'en passe des meilleurs. Ce qui me fait frémir quand je vois ce genre d'adresses, ce sont des adresses professionnelles sur un site qui n'a rien de professionnel, et que dans le piratage, j'ai également les mots de passe.
J'aimerais savoir si le mot de passe est identique à celui utilisé de façon professionnelle. Quand on connaît les hôpitaux, puisque j'ai sévi dans les hôpitaux pendant quelques années, très souvent, moi j'ai eu des médecins qui me disaient « Si je ne suis pas administrateur de mon poste, vous allez tuer mes patients ». Quelqu'un dont on a le mot de passe qui en plus est administrateur, pour un pirate, c'est du pain béni. Voilà, donc les petits résultats traités au cours de l'année, donc des SIH. On récupère des identifiants, des mots de passe en clair, des comptes génériques en tant qu'administrateur, donc les plus hauts privilèges. Les archives en libre accès, le matériel est fourni, les photocopieurs, tout va bien. Les biomédicaux qui ont des systèmes, 2 minutes, je vais faire vite. Et donc, résultat des courses, avec une équipe même pas entraînée, ne connaissant même pas le secteur de la santé, on prend aujourd'hui le contrôle total d'un établissement de santé en une matinée. Ça s'est fait sur un énorme CHU, il y a peu de temps, à la plus grande surprise de son directeur général. On retrouve même, alors, ce qui fait parler, c'est quand on retrouve les photocopies des déclarations d'impôts. Là, c'est parlant, bizarrement. Donc des conséquences, des fichiers perdus, des ralentissements, des facteurs de coûts qui sont nécessairement induits, ou des coûts directs parce qu'il y a du vol d'argent, ou indirects parce qu'il faudra mettre les systèmes à niveau. Et donc l'urgence, c'est bien de maîtriser les risques. On est bien dans un système de gestion de risques, de façon à limiter donc, les risques, notamment légaux et financiers. Je passe rapidement, 2 minutes. Donc des moyens simples, faire la cartographie, inclure les gens qui font du biomédical, les chercheurs, l'infra. Imaginez la prise de main par un pirate sur un système de ventilation et de climatisation des blocs opératoires. Que fait l'hôpital? Imaginez un pirate qui prend la main sur l'affichage des congélateurs, des réfrigérateurs de poche à sang. Suivi de la procédure, mauvaise température, on jette le sang stocké. Je vous laisse imaginer ça sur la vie d'un établissement de santé. Donc aujourd'hui, on redéfinit les rôles de ça, vous aurez de toute façon le diaporama. Donc je passe des enjeux majeurs demain en termes d'innovation. Donc effectivement, avec des termes qui ont été lâchés, big data, open data, souvent avec une confusion de genre en plus entre les deux. Confidentialité, intégrité, où aujourd'hui on n'a pas réussi à mettre le curseur au bon niveau. Moi, la confidentialité en tant que patient potentiel, je serais vexé, mais je préférais que le médecin ait mon bon dossier avec les bonnes données pour me sauver la vie. Si en plus il peut assurer la confidentialité, ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc sécurité aujourd'hui, ça doit être pris vraiment comme une création de valeur et un outil de création de valeur. Ça c'est la grande innovation en la matière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la sécurité comme un centre de coûts. Petite information, vous avez tous vu dans la presse TV5 Monde. Donc c'est vrai que ce n'est pas du monde de la santé. Je dirais le piratage de TV5 Monde, c'est 5 millions d'euros de remédiation. Juste pour remettre les systèmes en marche. Plus maintenant, les frais pour la sécurité. Je vais vous donner un exemple qui va témoigner demain au ministère devant un parterre de directeurs d'hôpitaux. Je peux le citer puisqu'il a accepté de témoigner. Vous avez aujourd'hui le centre de radiothérapie de Valence qui s'est fait pirater toute sa base de paramétrage patient. D'accord ? Donc, plus une donnée de paramétrage de patients en traitement radiothérapie. Je vous laisse imaginer et le désarroi des patients et le désarroi des professionnels de santé. Surtout qu'en plus, quand vous avez quelqu'un qui a le mauvais goût, qui fait de la sécurité des systèmes d'information, qui a le mauvais goût de poser la question, mais les sauvegardes que vous avez remises, êtes-vous sûr qu'elles étaient intègres et que le pirate ne les avait pas modifiées? Je vous promets que le médecin a très vite compris, il y a eu un blanc au téléphone et on a trouvé des procédures d'urgence de façon à vérifier tout ça. Donc changement de paradigme. Et comment peut-on innover? Alors ça, c'est une petite bataille avec le ministère. C'est aujourd'hui, ne jamais avoir honte de s'être fait pirater, ça peut arriver à tout le monde. Remontez-le, il y a des chaînes de confiance, vous avez des responsables sécurité, notamment à Strasbourg, Fabrice qui est présent. Sachant qu'il y a une chaîne donc, qui a été montée, ssi@sg.social.gouv.fr, moi je m'engage à respecter la confidentialité de l'établissement, sauf 2 cas de figure. L'autorisation expresse de communiquer dessus, et mise en danger sur la vie d'un patient, où là,
effectivement, comme les maladies à déclaration obligatoire, j'en parlerai aux directions concernées et on trouve un moyen d'aider les gens. Mais je ne peux pas aujourd'hui entendre, parce que je suis en train de traiter le cas, un hôpital qui se fait pirater dans une mouise extraordinaire et on me dit mais c'est pas vous de traiter. Non, c'est peut-être pas à moi de traiter. Mais je ne peux pas entendre dire cet hôpital n'est pas hôpital numérique. Derrière, il y a des patients, derrière, il y a des professionnels de santé et on ne peut pas les laisser à l'abandon. Donc vous avez donc l'adresse SSI. Si vous inscrivez sur cette liste, vous avez des alertes majeures et vous pouvez remonter les incidents. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé. Oui, merci Philippe. Merci beaucoup. À la fois instructif et frappant. Donc je pense que vous garderez en tête certains exemples de mauvaises pratiques à éviter.